Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce numéro d'On se dit tout. Nous allons parler de la retraite, une possible renaissance. Nos spécialistes perçoivent et vivent la retraite non pas comme la fin d'une vie active, mais comme une nouvelle opportunité de vie. Alors, qui oserait dire que la retraite, c'est le retrait de la vie active? Les détails, c'est tout de suite. La retraite, une possible renaissance. On en parle ce matin avec deux spécialistes. On en parle avec vous. Rita Tahiri, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous nous avez manqué sur le plateau. Merci pour l'invitation. Vous êtes psychothérapeute et Rabia Saber, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir également. Merci. Vous êtes coach en développement personnel et formatrice et vous incarnez parfaitement l'esprit de cette émission, à savoir le renouveau après la retraite. Vous m'avez dit, lorsque je vous ai contacté pour ce sujet, je ne veux pas qu'on me colle la casquette de la retraitée. Je suis coach avant tout, c'est vrai, mais c'est important de partir aussi d'un vécu, d'une expérience personnelle. Excellent, j'ai envie de partager ça. Eh bien, ça nous fait plaisir de vous avoir. Merci. Alors, mesdames, si vous le permettez, on va d'abord essayer d'analyser l'appellation. De la même manière, en fait, quand j'ai posé ce point-là, ça m'a fait penser aussi à la ménopause. La charge du mot. Il y a des mots qui viennent avec véritablement une charge émotionnelle et une connotation très très lourde. Quand on parle de retraite, comment ça résonne en vous, Rabia Saber? Tu vois cette étiquette que je ne voulais pas avoir. En fait, quand on parle de retraite, on parle aussi de vieillesse, d'inactivité. On parle aussi de se retirer, de se retirer, je ne sais pas d'où, mais se retirer de quoi, mais voilà, il y a aussi ce retrait-là. Et puis des fois, ça va même plus loin, c'est comme si c'était aussi le début de la fin de la vie, quoi. Parce qu'on a toute la vie, on commence la vie, l'enfance, l'adolescence, et puis quand on arrive à la retraite, c'est comme si c'était le début de la fin. Et là, c'est lourd. Le retrait de la vie, de la vie professionnelle, le retrait de la vie. Oui, voilà. Donc, émotionnellement, effectivement, c'est assez lourd. C'est assez lourd parce qu'on se retrouve du jour au lendemain, si on ne s'est pas préparé à l'avance, avec un vide énorme. Avec un vide énorme, il n'y a plus d'obligations. Les enfants sont partis, généralement. On quitte l'entreprise dans laquelle on était dans un cercle pratiquement infernal. Et puis là, c'est quand même un choc si on ne se prépare pas. C'est brutal, c'est assez brutal. C'est assez brutal, la retraite. Mais c'est incroyable parce qu'en même temps, quand on parle de retraite, c'est souvent en référence à la vie professionnelle, comme si les autres personnes, les femmes, on va dire, au foyer, qui ont accompagné toute leur vie leurs enfants, qui ont veillé sur les enfants, sur la maison, etc., ne vivaient pas aussi cette retraite négativement. Ça serait peut-être le syndrome du nid vide à ce moment-là? Rita Tahiri, vous en pensez quoi? J'en pense qu'effectivement, une femme au foyer, tant que les enfants sont là, elle a beaucoup de responsabilités, beaucoup de contraintes, avec beaucoup de bonheur aussi, bien sûr, et qu'effectivement, quand les enfants partent, elle prend une sorte de retraite de ce métier qui est le métier d'être maman et femme au foyer. Et ça, des fois, effectivement, ça donne ce fameux syndrome qu'on a appelé le syndrome du nid vide, où c'est le désœuvrement, où on n'est plus obligé de mettre le réveil le matin. Et oui, ça peut être déstabilisant. C'est ça. Et si on devait revenir aussi avec vous à l'analyse du mot de retraite. Retraite, oui. C'est ça. Alors c'est vrai que la retraite est une phase incontournable de la vie qui peut être redoutée, mais qui peut aussi être très attendue, parce que c'est comme une sorte de seconde vie, avec une seconde vie avec pleine de promesses, des promesses de voyage, d'activités sportives, d'humanitaire, et de reprendre certaines passions qu'on n'a jamais eu l'occasion de prendre. Donc, ces seniors-là, aujourd'hui, parce que c'est le mot qui est un peu à la mode, quand ils sont en bonne santé, attendent généralement ce moment-là avec beaucoup d'impatience. Après, je tenais quand même à vous rappeler que ça dépend aussi du niveau socio-économique, de l'emploi qui était exercé avant. Souvent, les gens qui ont eu un emploi, un métier qui était un peu contraignant, stressant, sont complètement délivrés à la retraite. Et effectivement, ce sont plutôt les autres qui ont eu des métiers très intéressants, où c'était leur métier qui les identifiait socialement, qui leur donnait cette reconnaissance-là, qui peuvent, s'ils ne sont pas préparés, eh bien, avoir un sacré coup à
leur identité. Mais je dis bien surtout quand on n'est pas préparé. Donc voilà, c'est effectivement c'est un autre tremplin dans la vie et ça dépend de comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on s'y prépare. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire, la retraite aussi. C'est ça, ce qui est appelé retraite, mais qui n'est pas vraiment une retraite au sens littéral du mot. Voilà, exactement. Voilà, exactement. En même temps, ce qui me vient à l'esprit lorsque je vous entends parler de tout ça, c'est bien sûr la préparation. Vous insistez énormément sur la préparation de cette phase. Mais je voudrais rebondir sur un point, Rita. Est-ce que vous, Rabia, pendant vos années d'exercice en entreprise, parce que vous étiez salarié avant la retraite, est-ce que vous arrivez de penser justement à cette retraite et de vous dire je vais en profiter pour voyager, je veux arrêter de travailler en entreprise et passer à autre chose? Peut-être pas professionnellement, à un moment ou un autre de votre vie professionnelle. Peut-être pas professionnellement, mais vous dire j'attends quand même cette retraite parce que j'ai envie de ne rien faire, ou j'ai envie de voyager, ou j'ai envie de m'occuper de moi. En fait, moi, personnellement, c'était pas envisageable. Je suis une femme très active et donc j'imaginais pas du tout tourner en rond, voilà, voyager. Voyager, oui, bien sûr. Mais non, je me disais toujours, tiens, ça approche, je vais être délivrée, comme elle a dit, de toute cette charge, de tout parce que c'est quand même assez contraignant, l'entreprise, les obligations, surtout quand on a des postes de responsabilité. J'attendais le moment de me délivrer de tout ça pour faire ce que j'aime vraiment. Pour faire ce que j'aime vraiment et faire, on va dire, du reste de ma vie le meilleur. C'est ça. Parce que, en fait, comme j'étais dans l'entreprise, j'avais pas trop le choix. Il y a les enfants, il faut payer l'école, il faut payer les études à l'étranger. Il y a plein de choses donc il y a trop d'impératifs pour prendre le temps de penser à soi. On est un peu pris au piège. Oui, c'est ça. Oui, on est pris au piège et on ne se permet pas de penser à soi parce qu'on a d'autres priorités. Et tout ça, en fait, ça nous amène vers un changement de situation aujourd'hui. Aujourd'hui, les retraités, on les voit, c'est des jeunes quand même, n'est-ce pas, Rita? Absolument. D'ailleurs, la démographie et la science, c'est-à-dire l'évolution de la médecine, l'allongement de la durée de vie, fait que ces retraités ont 2 à 3 décennies et il ne s'agit surtout pas de ne rien faire pour eux. Ça. Ils sont encore en bonne santé. Donc on parle aujourd'hui, il y a de nouveaux mots. Alors, on parle de seniors, mais on parle aussi... Oui, c'est plus glamour déjà. On parle des actifs post-salariés. Ce sont par exemple des retraités qui vont faire du consulting dans leur domaine. On parle aussi de néo-professionnels, c'est-à-dire ce sont des gens qui font des reconversions professionnelles aujourd'hui et qui arrivent, si vous voulez, à allier... apporter quelque chose à la société, mais dans le plaisir, maintenant qu'on n'a plus les contraintes des enfants et des horaires. Et donc, il y a une nouvelle tendance, il y a un peu un glissement de la notion de la force productive jeune. Ces seniors-là sont devenus une force productive économiquement et socialement. Tout à fait. C'est quand même important de le rappeler. Bien sûr. Rabia, vous voulez rebondir? Oui, je veux rebondir par rapport à ça. Et effectivement, les retraités sont jeunes, bien portants, voilà, et ils ont encore plein de choses à donner, je dirais. Mais ceci dit, c'est aussi une question de choix. Moi, j'ai plein d'amis qui étaient avec moi dans l'entreprise et qui ont fait le choix donc de profiter de la vie tous les jours, de faire des randonnées, de voyager. Voilà, c'est vraiment, en fait, en fonction de qui on est et de ce qu'on veut. L'idée n'est pas de dire aux personnes qui nous regardent, bon, vous arrêtez de travailler aujourd'hui, vous êtes à la retraite, demain, vous commencez autre chose. Mais c'est de se dire, j'ai le choix de faire autre chose. Voilà, je veux rester, je veux faire des randonnées, lire le journal, faire des mots croisés, ça me revient. Mais j'ai le choix d'aller vers autre chose. C'est toute une question de décision personnelle. C'est ce que je veux dire que la retraite, c'est pas la fin. Oui, non. Oui, c'est vraiment aujourd'hui, c'est devenu une ouverture des choix des possibles. C'est-à-dire que y a des retraités, de jeunes retraités, qui veulent juste contempler la nature et pêcher, et ça leur va très bien. Mais il y a aussi le choix d'être complètement un actif post-salarial, et c'est très intéressant aujourd'hui.
Par contre, il y a quelque chose, je pense, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a quand même une image de soi qui est fragilisée au début de la retraite, en tout cas, parce qu'on a tous tendance à s'identifier au métier qu'on pratique. On a tous tendance à s'identifier au groupe de l'entreprise ou même de notre propre entreprise. Et la personne a une identité qui se fragilise. Et c'est bien aussi de passer par une période un peu de crise, parce que ça va lui permettre de se percevoir d'une manière beaucoup plus vaste. Je ne suis pas que l'avocat ou que l'assistante de direction ou que le psychothérapeute. Je suis aussi une personne qui a des besoins, qui a des passions, qui a des envies, et je vais aller fouiner là-dedans pour voir qui je suis réellement. Vous profitez de l'opportunité de la crise identitaire, mais presque. Complète, c'est une vérité. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais devenir? Absolument. Du jour au lendemain, qu'est-ce que je deviens? Absolument. Alors du jour mais au lendemain. c'est salvateur de se poser la question. Eh bien oui. De la vivre, cette crise? Eh bien oui, parce que c'est un virage incontournable. Alors, je tiens quand même à vous dire qu'il y a des gens qui vont très bien vivre cette période parce qu'ils avaient un projet bien mûri depuis longtemps, ils n'attendaient que ça à leur retraite. Il y en a d'autres qui se retrouvent en couple et qui sont très bien, ils se retrouvent, enfin. Mais la plupart, dans une grande majorité, il y a un réel questionnement. C'est une vraie phase de la vie, très très importante, où c'est une opportunité de se percevoir différemment. Qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime réellement? Aujourd'hui que les contraintes n'existent plus, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais être en fin de compte? C'est ça. Donc c'est aussi une très jolie période. Période, tout à fait, absolument, exactement. Absolument. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que effectivement, il y a cette remise en question. Au début, c'est vraiment la délivrance. Waouh, super! Je vais plus aller au bureau. J'ai du temps. Je vais faire la grasse matinée. Je vais faire la grasse matinée. Je vais regarder le téléfilm de l'après-midi. Qu'est-ce que j'en avais envie quand je travaillais, je devais aller à 2 heures. Mais après, il faut aussi, moi ce que j'appelle, je ne dirais pas ça une crise, mais faire le deuil. Ouais, faire le deuil de sa vie professionnelle telle qu'on l'a vécue jusqu'à ce moment-là. C'est vrai, même si, par exemple, si on prend votre cas, et on va voir le cas d'un autre jeune homme retraité dans quelques instants, mais vous, Rabia, vous vous étiez préparée à cette nouvelle vie. Vous aviez votre projet professionnel post-retraite. Vous vouliez cette retraite. Vous aviez envie de savourer tous ces moments. Et pourtant, vous avez fait un deuil. Vous avez vécu une perte. Moi, franchement, non. Dans la mesure où la retraite, je l'ai préparée longtemps à l'avance. Quand je voyais qu'il me restait 3 années, je me disais, waouh, c'est le moment d'aller faire mes formations, c'est le moment d'aller me préparer, c'est le moment de faire le tremplin. Et j'ai vraiment pas senti ce tremplin parce qu'en fait, ça s'est fait dans la douceur, ça s'est fait dans beaucoup de responsabilités. Donc la préparation est importante. Mais quand vous disiez, oui, je voulais quand même voir mon téléfilm, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes lancé dans un autre projet professionnel et hop, le tourbillon de la vie continuait? Ou finalement, c'était pas tant que ça? Non, c'était important pour moi de prendre du temps. Mais je ne pouvais pas me le permettre quand j'étais dans la vie salariée. Je ne pouvais pas me le permettre. Mais après, là, je fais mon choix. C'est ça ce qui est extraordinaire quand on arrive à cette période-là de la retraite. C'est vraiment d'avoir le choix. D'avoir le choix, comme on l'a dit, de faire ou de ne pas faire, d'être actif ou d'être... voilà. Avoir le choix, c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire. Que avant... voilà, il y a trop de choses qu'on peut pas... Donc là, vous adaptez en quelque sorte votre rythme professionnel à vos besoins. À mon rythme à moi. À votre rythme. À mon rythme à moi. Par exemple, je ne me vois pas du tout reprendre une activité salariale. Oui. Même si on me proposait un salaire faramineux ou des conditions extraordinaires. Voilà, c'est juste, cette phase-là est terminée. C'est pour ça que je dis, moi j'en ai fait le deuil. Mais voilà, le deuil était quand même important. Oui. Oui, de me dire, OK, tu vas maintenant être seule, passer du statut de salarié à entrepreneur, tu n'auras plus d'équipe à gérer, parce que c'est quand même en même temps, comme elle a dit, il y a cette reconnaissance, il y a cette identité au travail, il y a qui on est dans le milieu professionnel et qui se colle à notre personne. Mais après, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Vraiment. Et refaire ses preuves, devoir faire ses preuves, en fait. Remettre en question. Se remettre en question et devoir faire ses preuves. Oui, presque à zéro. À zéro, c'est ça. Eh bien, je pense qu'il y a la passion et le plaisir. On choisit de refaire ses preuves
dans un domaine qui nous parle, qui résonne en nous. Je pense que ça change tout. Hein. Je ne sais plus qui avait dit, choisissez un métier qui vous passionne, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Mais c'est exactement ça, j'ai l'impression. Par contre, je voudrais rebondir juste sur une chose, c'est que je suis très contente que ça se soit super bien passé pour toi. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, tu es super épanouie dans ce que tu fais, etc. C'est juste que quand on est salarié, quand on est un actif, on a effectivement des contraintes, on a des emplois du temps qui sont contenus, tenus, contraignants. Mais les contraintes, c'est structurant, c'est rassurant. Et si tu veux, du jour au lendemain, se retrouver sans, comme je disais tout à l'heure, le réveil à mettre, eh bien, ça perturbe. Et les premiers mois peuvent être très compliqués parce qu'il y a un sentiment de vide. On est là, la journée commence. On tourne en rond. On tourne en rond. Et c'est pourquoi on revient à cette préparation dont on a parlé. Donc la retraite, ce sont 3 phases. C'est la préparation, la transition et l'habituation. Et cette préparation, par exemple en Europe et en Amérique du Nord, il y a même des centres de stage à la retraite, où on va, à partir de 56-57 ans, commencer à aller voir des spécialistes qui vont nous faire des bilans de compétences, nous poser des questions sur nos passions, nos besoins, ce qu'on sait, ce qu'on peut faire. Les bilans de compétences, c'est très bien, Eh ça. bien, On va oui, revenir sur effectivement. ce point. Et donc, il y a un accompagnement donc, dans ces pays-là de toute la phase de préparation et la phase de transition. Et on vous lâche au moment où on sent que l'idée est imprimée en vous, que votre vie professionnelle va s'arrêter. Et elle va recommencer peut-être autrement. Parce que lorsqu'on est salarié, vous l'avez dit, Rita, l'ordre, les contraintes sont rassurantes, mais c'est aussi, à ce moment-là, on connaît notre activité. Surtout lorsqu'on est salarié, on se dit, bon, ben, j'exerce ma profession au sein d'une structure. Oui. Mais une fois que je serai seule, est-ce que je vais devoir monter cette structure pour pouvoir exercer ce que je fais? C'est là où les bilans de compétences qui se font aussi dans notre pays sont importants parce que ça va permettre à la personne de connaître toutes ses compétences, toutes ses capacités en dehors de cette entreprise, ce qu'elle peut développer, là où elle peut se former. Mais c'est quand même un parcours. Hein. C'est un challenge. C'est un challenge. Il faut pouvoir le mener. On a un autre exemple, justement, celui d'un jeune monsieur, un jeune retraité, qui s'est lancé lui aussi très très vite, dans la foulée, qui a lancé son affaire. Je vous propose de regarder le reportage. Mon témoignage sur la vie après la retraite, je pense que pour un retraité qui était auparavant très actif, c'est très difficile de rester inactif. J'étais quelqu'un à sang chaud et qui travaillait très activement à la banque. Je ne pouvais être inactif, rester inactif. Donc j'ai créé ma société et je suis toujours au même niveau d'actif que ce que j'étais à la banque. Et je pense que une fois que j'aurai passé 2 ans ou 3 ans avec ces jeunes, je vais déléguer. J'ai mon fils qui travaille avec moi et je pense bien déléguer des bonnes choses et des bonnes manières et une bonne communication à toute l'équipe qui est avec moi. Et Inch'Allah, on va faire des bonnes choses. On a des bons échos et on a des très bons résultats avec les sociétés marocaines. Moi, je pense que rester actif, c'est rester dynamique, c'est garder de la bonne santé. Parce qu'une fois que vous soyez inactif et que vous vous réveillez à 11h du matin, eh ben là, c'est fini pour le physique et la morale. Et là, je ne pouvais supporter ça. C'est pour ça que j'ai opté avec des amis. Maintenant, j'ai des collaborateurs, des ex-directeurs de groupe, 2 directeurs de groupe d'une grande banque et un autre d'une autre banque, un directeur de groupe, et un directeur central chez une très grande banque de la place qui travaille avec moi en collaboration comme des aides-consultants. Je suis très fier de la chose, qu'on travaille en un système collégial, et je suis très très content de la chose. Oui, on a une projection sur le prix de vente, on a une liste des clients des ventes. Alors justement, notre intervenant insistait aussi sur l'importance de la préparation et ça lutte très contre le déclin de la personne. Vous avez beaucoup de retraités qui ont vécu jusque-là en parfaite santé, arrivés à la retraite, arrivés à l'arrêt de l'activité professionnelle, développent énormément de pathologies. Alors, est-ce que c'est une somatisation? Mais voilà, on dit que la personne, tant qu'elle est active, eh bien, son corps la soutient. Et lorsqu'elle s'arrête,
le corps flanche. Rabia, par rapport à ça. Oui, alors déjà, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'elle a dit sur nous, les 3 phases de la retraite. Effectivement, ce qui est incontournable, c'est anticiper le changement. C'est incontournable. Et c'est revenu dans le reportage aussi. Exactement, c'est vraiment préparer sereinement sa retraite. C'est vrai que c'est excellent que dans d'autres pays, il y ait des structures pour ça, mais on peut aussi le faire à titre individuel. Mais il y a aussi un moment, effectivement, quand on prend sa retraite, il faut apprendre à être retraité. Et ce n'est pas évident parce que c'est du jour au lendemain, on se retrouve à tourner en rond un petit peu. Donc il y a quand même un moment où on est un petit peu, pas vraiment déstabilisé quand on a un projet, mais quand même, moi je trouve qu'il y a un temps pour s'adapter à être retraité. Mais après, quand la passion est là, quand le projet est là, eh ben, on travaille sans compter. Moi, des fois, il m'arrive de rester jusqu'à 9 h du soir sans bouger de mon truc avec mon ordinateur. Je me dis, waouh, si on m'avait demandé ça, j'aurais juste pesté. Et là, je fais ça avec tellement de plaisir qu'on ne sent pas le temps passer, en fait. D'ailleurs, les statistiques confirment, Rabia, ce que vous dites, c'est que la première année, d'après les statistiques, est l'année la plus difficile quand on passe en retraite. Donc, ce qui est important aussi, un super conseil, c'est vraiment que le jeune retraité se donne cette année où ça va être très fluctuant. Où il y a des matins où il sera super heureux que le réveil n'ait pas sonné et d'autres matins où il se sentira complètement désœuvré parce qu'il n'a pas encore organisé ce qu'il allait faire. Donc la première année, effectivement, et il peut y avoir des passages à vide. Il faut en prendre conscience. Oui. En fait, oui. Il faut se dire, voilà ce qui m'attend. Absolument. Je suis peut-être très heureux, je suis très heureuse aujourd'hui ou je n'y pense pas. Pour moi, eh bien, je ne pense pas aujourd'hui à la retraite. Mais voilà ce qui risque de m'arriver. Absolument. C'est des terrains glissants, c'est des pentes glissantes vers des problèmes un peu plus lourds comme une dépression? Oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, on appelle ça le syndrome de glissement en ce qui concerne les retraités. Ce sont souvent, alors je ne généralise pas, mais ce sont souvent des gens qui travaillent en entreprise et qui vraiment sont retrouvés sans plus rien avoir à faire du jour au lendemain. C'est différent pour les professions libérales et les auto-entrepreneurs, je pense, mais ce sont des gens qui ont évité ce moment de la retraite, qui ne se sont pas assez renseignés, qui ne sont pas assez préparés à cela et qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain, plein fouet du désœuvrement. C'est ça. Et là, c'est beaucoup plus problématique et on peut avoir des problèmes de somatisation, de déclin de la... Des capacités. Voilà, des capacités psychiques et physiques. Exactement. Alors, est-ce que cette histoire de dépression, ça concerne surtout les salariés, les professions libérales ne sont pas vraiment touchées parce qu'un médecin, un pharmacien, un architecte peut décider de lever le pied, un boucher, peut décider de lever le pied quand il veut et quand il en ressent le besoin, à 50, 60, 70, 80. La question ne se pose pas chez les professions libérales. Alors, chez les professions libérales, il y a cette préparation parce qu'il y a une liberté dans le rythme. C'est-à-dire, on va prendre un médecin ou un boucher, eh bien, plus son âge avance, plus il va travailler à son rythme, travailler que les matinées. C'est ça. Et donc, avoir le temps, dans ces temps libres, dans ces creux de la journée, d'aller faire des activités significatives, qui seront significatives dans le futur aussi. Mais un salarié, il continue 8h midi, 2h, 19h tous les jours, et par exemple, le 2 décembre, à telle date, il se réveille le matin, il n'y a plus rien. C'est ça. Voilà. C'est quand même un peu plus violent. C'est violent, tout à fait. Et cette violence, justement, donc, elle touche aussi énormément les hommes. Là, du jour au lendemain, ils se retrouvent à la maison. Et puis c'est là où on va chercher la petite poussière, c'est là où on va chercher... C'est vrai, ça. Ce qui ne va pas, les courses sont mal faites. Ça. Et là, c'est... Parce que pourquoi? Alors, ces personnes-là se sont vraiment identifiées à leur vie professionnelle. Et donc, ils en tirent vraiment leur source de reconnaissance. Et du coup, quand il n'y a plus rien, c'est une source de problème. En deuxième partie d'émission, on va accompagner les téléspectateurs à la préparation. Donc le processus de préparation, comment il se fait. Mais avant, vous avez parlé justement de ces dates butoirs, Rita, et parfois, voire souvent dans les entreprises, on fait des pots de départ pour ces futurs retraités. Est-ce que c'est important de marquer le coup, de célébrer les réalisations professionnelles de la personne, ou bien, finalement, les retraités, les personnes concernées, vivent ça relativement mal? Est-ce que c'est important qu'il y ait la cérémonie autour du départ? Alors, moi je pense que dans chaque deuil,
C'est comme pour les deuils de personnes qui partent physiquement. Cette cérémonie, l'enterrement, sont des choses qui sont importantes pour matérialiser ce qui est en train de se passer. Et cette prise de la retraite, cette date butoir, c'est aussi une façon de remercier la personne pour tout ce qu'elle a pu transmettre comme savoir dans cette entreprise, tous les efforts qu'elle a fait. C'est toute une vie, en fin de compte, d'adulte qui a été offerte à cette entreprise-là. Surtout lorsque toute la carrière professionnelle s'est faite dans la même boîte. Exactement. Alors, c'est un avis qui est très personnel. Moi, je trouve que c'est très important. Mais vraiment, ça n'engage que moi, ce que je dis. Je trouve que c'est beaucoup de bienveillance que de faire ça. Surtout si c'est fait, en plus, dans la bienveillance. De cœur. Voilà, avec beaucoup de cœur. Et je confirme, parce que bien sûr, quand je suis partie, on m'a fait le pot de départ. Bien sûr, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Donc, il y a eu le mot du directeur, le remerciement de tout l'investissement qui a été fait. Oui, j'aurais pas aimé sortir comme ça par une petite porte. Oui, c'est valorisant. Ouais. Se dire, c'est... Et puis, pour moi, c'était le début d'une nouvelle vie. Voilà. D'une nouvelle vie. Voilà. Ça, c'était fini, c'est bien, on m'a remercié, on m'a applaudi. Et puis là, allez, à moi la vie comme je l'aime, moi. C'est ça. Alors, on va marquer une courte pause et on va revenir justement pour voir comment on construit cette vie telle que vous l'aimez, vous, Rabia. Justement, comment construire l'après-retraite. On va le garder, ce mot, pour la deuxième partie de l'émission. Il n'y en a pas, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. On est obligé de... On pourra en créer un autre d'ici la fin de l'émission. L'émission, on va y penser pendant le break et on revient pour partager avec vous notre brainstorming. À tout de suite. Allez, de retour sur notre plateau d'On se dit tout et on parle de la retraite, une possible renaissance. C'est notre sujet de discussion avec mes deux belles spécialistes, Rabia Saber et Rita Taheri. Mesdames, merci beaucoup. Alors, avant la pause, on vous promettait d'arriver avec une nouvelle appellation pour la retraite parce que la charge émotionnelle du mot est trop lourde, trop négative. On n'aurait pas quand même la prétention de dire qu'on a inventé un nouveau mot quand même, tout de même. On n'en est pas là. Mais pendant le break, on échangeait sur une possible appellation plus douce, plus réaliste, plus réelle, plus positive aussi. Qu'est-ce qui est venu? Renaissance? Renouveau, nouveau départ, exactement. Voilà, exact. Deuxième chance, deuxième vie, deuxième chance. Voilà, exactement. C'est ça. Moi, j'aime bien un nouveau départ. Nouveau départ. J'aime bien. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est la façon dont on va percevoir cette phase de notre vie qui va faire qu'elle va bien se passer ou pas. Si effectivement, moi, je me réveille la veille de ma retraite en me disant, ça y est, je dois me retirer du monde, c'est une forme de mort, je me retire. Ça, tandis que, ou alors, je vais me dire de bon matin, aujourd'hui, ma deuxième vie commence, ma deuxième tranche de vie, mais ça change tout la perception dont on a, la perception qu'on a de l'étape. Comment on se positionne. Comment on se positionne. C'est un prisme, c'est un fait. angle de vue, exactement. Alors, Rita, Rabia a abordé tout à l'heure, soulevé rapidement la retraite et le couple. C'est vrai que ça mériterait une émission à part entière. Complète. On en parlera, c'est promis. Mais voilà. Et pendant le break, Rita disait, mais quand même, je voudrais défendre les hommes par rapport à cette notion de retraite et de problèmes à la maison. Parce que Rabia disait, quand les hommes surtout s'arrêtent de travailler, eh bien... quand ils ne se préparent pas à faire autre chose. Forcément. On est d'accord. Hein, c'est vraiment, pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Ceux qui, du jour au lendemain, se retrouvent chez eux. On entend souvent qu'ils sont devenus grincheux. Grincheux, Rita, irritables. comment vous pouvez redorer le blason des hommes. Alors, je pense qu'il y a deux cas. Il y a les femmes qui ont été des femmes au foyer ou qui ont peu travaillé. Pardon. Ce sont des femmes qui ont vraiment cette impression que l'espace de la maison leur appartient, c'est un peu son royaume. Donc monsieur, quand il prend sa retraite, c'est un intrus dans son royaume à elle. Et ce qui est encore plus important que cela, c'est que quand ça se passe mal, moi je pense que c'est plus un prétexte, cette prise de retraite de l'homme, que c'est plutôt le couple qui déjà allait mal. Parce que normalement, un couple où on a beaucoup de choses à se dire, on partage des choses, on a des choses en commun. Donc un peu ces frictions qui se passent entre les deux conjoints lors de la retraite du mari, par exemple pour les femmes qui sont au foyer ou qui ont peu travaillé, ce n'est qu'un prétexte. Parce que la vraie raison, c'est plutôt
l'histoire du couple. Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce qu'on a construit ensemble? C'est ça. Parce que tout a été masqué par des emplois du temps très chargés, par les enfants, etc. Et au moment où il y en a un des deux qui prend sa retraite, eh bien, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qu'on va faire en commun? C'est terrible, hein, quand même. Qui comme devient interrogation. l'intrus chez l'autre? Et là, on est vraiment dans une histoire C'est pour ça que je dis, systémique de couple. ça mérite une émission entière. Mais complètement, complètement. Et puis là, tu as parlé de femmes au foyer. Et alors, il faut imaginer le cas où le mari est retraité et la femme continue à travailler. C'est vrai, quand Alors, ils n'ont pas le même âge. Le même âge, souvent Oui, dans oui, les oui. mariages, bon, ben, il y a des différences d'âge. Oui, oui. Et là, du coup, si l'hyperactivité de la femme, elle va renvoyer à l'inactivité de l'homme, à son inutilité, au fait qu'il est À la maison. Et à elle la sort. maison, et elle sort. Et Sa là, virilité est touchée, son image. c'est quand même assez compliqué si, comme elle dit, il n'y a pas Une pas au préparation. départ, mais tout le temps une relation de couple, Une où communication. on va s'attendre mutuellement, où on va faire des choses ensemble, Absolument, où on va absolument. programmer donc des activités pour se retrouver. Et du coup, là aussi, il faut anticiper. Alors, il va partir en retraite, tu vas faire quoi? Tu vas rester à la maison, tu vas faire... Voilà. Toujours anticiper. Et puis, quand il y a une belle histoire de couple qui se construit tous les jours, L'autre attend l'autre. on s'attend. On s'attend, bien sûr. C'est on utopique, attend. ça, quand même. On attend C'est avec plutôt impatience. les autres histoires que l'on entend le plus. Bah, Ou bien vous allez me dire, on entend en Mais- général pas ce qui Se passe bien, en ce fin qui de se passe compte. bien. On entend. Ce qui est bruyant, c'est ce qui ne va pas, Pas, c'est ce qui c'est crée ça. des Voilà. frictions. Donc, je voudrais aussi parler du cas où les deux conjoints ont eu des carrières très prenantes et prennent la retraite pratiquement en même temps. Eh bien là, peut-être que la retraite peut être un vrai problème parce qu'ils se sont tellement identifiés à leur carrière qu'ils arrivent tous les deux avec cette image de soi fragilisée dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est un peu le vide, c'est un peu la fracture. Mais généralement, après une retraite d'un des conjoints, si le couple va bien, ça se passe bien. Ce n'est qu'un prétexte, C'est ça. la prise de la retraite. Voilà. Il faudrait quand même rester vigilant dans le couple, surtout par rapport à la personne qui continue à travailler, d'être quand même dans un peu plus de bienveillance, Absolument. de se mettre à la place de son l'autre, mari qui est à la maison, sûr. enfin, qui n'a pas peut-être encore trouvé quelque chose. C'est ça. Voilà. Qui va à Donc, son rythme, en fin de compte. Oui, il est encore voilà. en train de chercher. D'être patient. Et même si on n'est pas patient, bienveillant, de le laisser tranquille. Aussi. C'est une bonne idée, ça aussi. C'est une bonne idée, Oui, c'est vrai, bah ouais. exactement. Alors, mesdames, il faut la préparer parce que c'est votre, on va dire, votre message clé, Le maître mot. le maître mot de cette émission, c'est la préparation. Comment on prépare sa retraite? La Béa. Tout à l'heure, on a parlé de bilan de compétences. Oui, déjà. Et ça pourrait être un bilan de compétences, comme ça pourrait être justement juste faire le point par rapport à nous-mêmes, par rapport à, pas ce qu'on sait faire ou ce qu'on peut faire, mais ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait faire. Quelles sont nos passions? Qu'est-ce qu'on a mis de côté? Qu'est-ce que... On a mis de côté comme rêve? Comme rêve, comme passion, oui, par exemple. Est-ce que moi, j'ai toujours été médecin pendant que je rêvais d'être pianiste? Ou alors d'apprendre des langues. En fait, vraiment, moi, je trouve que construire sa retraite, on la construit en fonction de qui on est, de qui nous sommes et de qui on voudrait être. Parce que pendant pas mal de temps, on s'est construit une image. Mais là, ce serait bien de... Hop, allez, arrêt sur image, on s'arrête. Est-ce que je suis heureux, moi? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui m'épanouirait? Ah, moi, bon, par exemple, je dis, moi, j'adore être dans la relation d'aide, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose... C'est ce qui vous a amené vers le coaching? Oui, c'est ce qui ça. m'a vraiment amené vers le coaching. Voilà, donc... Mais c'était quoi le déclic de vous dire, à quel moment ça s'est passé? De en vous fait, dire, c'était... j'approche de la retraite, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux rester à la maison ou je veux continuer à travailler? Comment ça a commencé tout ça? En fait, ça a commencé déjà, le déclic, c'était lors des formations. Comme j'avais de grosses équipes, je faisais plein de formations. Et puis, donc, il y en avait une particulière qui était la PNL. Et je me suis dit, waouh, c'est génial ce truc-là. Un jour, j'irai vers ça. Et puis après, bon, j'ai oublié. Je suis partie dans le train-train de toutes ces urgences et tous ces trucs importants qu'il fallait faire là tout de Au suite. quotidien. Et à l'approche de la retraite, je me suis dit, moi, je ne me vois pas en train de marcher tout le temps, en train de... Voilà. Non, de La prendre marche, des c'est pas pour cafés. moi. Oui, je veux bien marcher, Merci. mais je ne me vois pas tout le temps, voilà, prendre un café. Voilà, la vie oisive, pour moi, c'était pas... Moi, pour moi, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois utile. Parce que la retraite aussi, l'arrêt, te ramène aussi à cette notion d'utilité. Tu as l'impression que tu n'es plus utile. Et donc, le fait pour moi d'être utile, eh ben,
c'est de donner la main à l'autre, de l'accompagner, d'être dans la relation d'aide. Et d'ailleurs, je suis non seulement dans la relation d'aide, mais aussi, j'ai repris la formation. D'accord. Et donc, c'est toujours dans le même créneau. Moi, je me dis, je dis, enfin, voilà, se remettre en question. Donc, vous êtes coach, formatrice, et vous continuez les formations pour vous. Et je continue des formations hypnothérapeute pour moi. également. Et hypnothérapeute, hypnopraticienne, parce que le mot de thérapeute, c'est pas bon, non. Et donc, voilà, faire un arrêt et dire qu'est-ce que je veux maintenant. Maintenant, j'ai du temps pour me construire vraiment un monde qui me ressemble à moi, dans lequel je suis bien, s'occuper aussi de ses petits-enfants, prendre du temps pour voyager. Ça, parce que, voilà, on a beaucoup parlé boulot. Oui, non, après, oui. Après, il y a nous. Ouais. Et je n'ai pas eu le temps, par exemple, de voir mes petits-enfants. Et là, c'est un régal, donc, de passer du temps avec eux, de voyager, de faire des petits voyages. Pas dire, ah non, je ne peux pas prendre congé parce qu'il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses qui ont été programmées et tout ça. Donc, prendre le temps de vraiment organiser un monde qui, là, nous ressemble. Et puis, donc, ça va vers des passions, ça va vers je pense que même à la maison, forcément, ça nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce que je me verrais faire ouais. Et moi, je pense que je ferais d'autre. Je pense aussi que donc, le mot d'ordre, c'est la préparation, mais c'est aussi se donner la possibilité de rater, au moins pendant la première année, de se dire, je vais tenter, par exemple, la peinture sur soi, le social et donner des cours à l'université, mais peut-être que ça ne marchera pas, qu'au bout d'1 mois, 2 mois, je verrai que ça me... Eh bien, c'est pas grave. C'est ça. Parce que j'ai encore le temps, d'accord ? Ne pas être avec ce système d'objectifs à atteindre, etc. C'est bien de soulever ça, Rita, pardon de vous interrompre, parce que d'autant plus que c'est peut-être une pression supplémentaire que pourraient se poser certaines personnes, de peur d'être dans l'oisiveté et d'être dans vraiment cette histoire de ne rien faire, d'avoir peur de ces moments de vide, de se ruer vers quelque chose qui ne leur conviendrait pas forcément. Absolument. C'est vraiment prendre le temps, se donner la possibilité d'essayer d'abord. C'est ça. De ne pas s'engager tout de suite, mais d'abord d'essayer. Et puis surtout aussi de changer notre idée de qu'est-ce qu'un retraité. Ce n'est pas un papy édenté qui, comme je vous ai dit, est en train de pêcher et de contempler. Il y a tellement de choses à faire. C'est plus le cas, comme vous l'avez dit aujourd'hui, à 60 ans, 65 ans, eh bien, on est encore très jeune. Oui, c'est une force économique et sociale, les seniors d'aujourd'hui, ça a complètement changé. Et puis aussi, un autre conseil, c'est de ne pas jouer au gros dur, dans le sens où si vous êtes en colère, parce que ça peut mettre les gens... Il y a des gens qui sont en très bonne santé, qui aiment leur travail, mais qui arrêtent de travailler. Il y a une forme d'injustice à cela. Donc si vous êtes en colère, si vous êtes désœuvré, vous vous ennuyez ou vous êtes frustré, montrez-le à votre entourage. Avec bienveillance, bien sûr, mais ne pas jouer au gros dur. Oui, moi, la retraite, c'est parfait, ça s'est très bien passé. Et d'aller pleurer dans son oreiller le soir parce qu'on se sent inutile, comme vous disiez, Rabea. Vraiment se donner cette possibilité de vivre, d'avoir ce nouveau départ, une deuxième vie de qui on est réellement, avec tout ce qu'on a de positif, de moins positif en nous. Absolument. Voilà. Prendre le temps, j'aime bien, Rita, prendre le temps de vraiment... Et même le travail qu'on va faire, il va être à notre rythme. À notre rythme. Pas question encore de s'engager dans des trucs. Puis après, ça dépend, comme on a dit, avoir le choix et ça dépend de chaque personne. Mais parce que vous avez des personnes qui vont s'engager dans autre chose, d'essayer de garder le même rythme, mais physiquement aussi, parfois la personne n'arrive pas à suivre. Et puis il y a quand même un point important, au niveau par rapport à la retraite. Il y a le côté financier qu'il ne faut pas négliger parce que les pensions de retraite sont ce qu'elles sont. Et puis d'ailleurs, on s'habitue à un certain standing et tout. Et il faut penser à l'avenir, il faut le préparer. Là, Yasmine, tout à l'heure, tu as dit, moi j'y pense. Là. C'est vrai. C'est bien d'y penser. J'ai pensé à cette émission, à Capital. C'est ça. J'ai pensé à cette thématique, à cette émission, parce que l'idée m'a déjà traversé l'esprit. Et en fait, ce qui m'a le plus interpellée, c'est l'absence de structure d'accompagnement. En pensant à moi, c'est vrai que je suis loin de la retraite, mais il vaut mieux être averti que de s'oublier par rapport à... C'est un passage incontournable. Donc il t'attend toi aussi. Exactement. Il m'attend. Et puis voilà. C'est ça. Mais pendant que la BA parlait, justement, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire
Bon, je ne vais pas monter une radio, je ne vais pas monter une télé. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais bon, vers quoi je pourrais aller? En tout cas, je pense que c'est une interrogation naturelle, humaine à avoir, et on la partage humainement et spontanément avec nos téléspectateurs. Mesdames, merci beaucoup pour votre partage, pour votre bienveillance, pour votre générosité sur le plateau d'On se dit tout. Rabia Saber et Rita Tahiri, moi, je vous laisse partir, mais je reste avec les téléspectateurs pour l'interview santé. Et donc tout de suite, notre interview santé avec vous, docteur Karim Sfiani. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Yasmine. Vous êtes orthodontiste et le point avec vous aujourd'hui sur une partie de notre bouche en fait et de notre organisme dont on ne parle pas vraiment assez, c'est l'émail dentaire. L'émail dentaire, une couche protectrice pour notre bouche. On fait le point avec vous, docteur. Et en préparant l'émission, eh bien, j'ai lu que c'est véritablement le matériau le plus dur de l'organisme. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est le plus dur de l'organisme. C'est ça. Oui, il est fait pour être là pendant toute notre vie. Et voilà, donc pour casser, pour mâcher, pour mordre, pour mastiquer. Voilà, ça demande autant de force, la mastication? Ah oui, les forces de mastication sont les forces musculaires qu'on utilise au niveau de notre mâchoire. C'est la pression la plus importante par centimètre carré. Ça veut dire. D'accord. Et on utilise des centaines, parfois des milliers de fois par jour. Hein. OK. Ouais. Alors, c'est très dur. Et là, le problème, c'est que les matériaux qu'on doit remplacer l'émail dentaire, on n'arrive pas souvent à trouver un matériau comme l'émail dentaire. Donc l'émail dentaire est plus dur que les os? Ah oui. Que les os humains? Oui, oui. Ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Rien pour travailler sur l'émail dentaire, on utilise des fraises diamantées. D'accord. Des outils en diamant. Pourquoi le diamant? Parce que c'est le plus dur matériau qui existe. D'accord. En nature. Et parfois, on a des difficultés, oui. Mais Alors, elle est dure, elle est le plus dur, mais parfois, il faut prendre soin. C'est ça, il faut prendre soin de cette partie. On n'en parle pas beaucoup. C'est la partie externe de la dent, l'émail dentaire. C'est une couche. C'est une couche de 1,5 mm, 1 mm à 1,5 mm. Et c'est la partie de la dent qui donne à la dent cette blancheur, cet aspect brillant. C'est ce qu'on brosse. Ah oui. Lorsqu'on brosse, c'est ce qu'on brosse. Cet aspect brillant, cet aspect beau de la dent. C'est l'émail dentaire. C'est l'émail dentaire. C'est ça. Ah oui, c'est l'émail dentaire. Et vous savez, la différence, la composition de l'émail, ça veut dire la composition esthétique de chaque dent ou de chaque personne, elle est différente. Mais alors justement... Différente. C'est comme les empreintes. C'est comme les empreintes. Mais justement, si vous dites que c'est ce qui donne la couleur à la dent, c'est l'émail dentaire, donc on n'est pas tous égaux en termes de capital à la naissance? Oui, on n'est pas tous égaux. Il y en a... Par rapport à la teinte naturelle des dents? Oui, il y a plusieurs teintes. Il y a plusieurs teintes de dents. Et il y a plusieurs aussi forces et dureté d'émail. D'accord. Il y a des enfants qui naissent avec un émail moins dur. Fragile. Ah oui. Donc c'est des dents qui se cassent très vite? Qui se cassent très vite, qui se carient très vite. Très vite. Il faut un entretien spécial. Et la blancheur, la couleur, ça dépend d'une personne à l'autre. Et parfois, la forme, ça diffère, même entre jumeaux, ça diffère. Et c'est une couche protectrice qu'il faut prendre soin, vraiment, parce que elle est dure, mais elle est vulnérable par les bactéries et les caries. Alors, vous le dites, c'est une couche dentaire qu'il faut prendre en considération et dont il faut prendre soin. Et vous dites aussi, docteur, que vous voyez très tôt des enfants avec un émail dentaire fragile. Ah oui. Voilà. Donc, à partir de quel âge on peut diagnostiquer, évaluer la force ou la fragilité de l'émail dentaire de l'enfant pour l'accompagner avec les moyens aujourd'hui disponibles? Ah oui, alors, recommander de ramener l'enfant chez le dentiste vers entre 4 à 6 ans. D'accord. Et déjà à 6 ans,
on fait un bon diagnostic, un bon bilan. Il y a déjà une bonne partie des enfants, ils ont ce qu'on appelle une hypominéralisation molaire et incisive. Ça veut dire Ça veut dire lors de la constitution des dents, in utero, voilà, in utero, dans le ventre de la in maman. utero ou Les premiers mois. les premières années de la naissance, D'accord. de 0 jusqu'à 2 ans. La formation des dents a été altérée. Par quoi, par exemple? Par exemple, vous savez, les dents, parfois, une maladie, une fièvre qui a pris beaucoup de temps. Vous savez, un système de défense du corps, lorsque l'enfant est malade, tout l'effort vient dans cette partie qui est malade. Et les dents, bien sûr, comme ils ne sont pas vitaux, À ce moment-là. l'organisme il est intelligent, on les laisse en dernier. À ce moment-là, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle IMIH, l'hypominéralisation molaire et incisive, elle est très fréquente. Et là, il y a quelques dents cibles, il y a quelques dents qui sont vraiment altérées. D'accord. Et il n'y a que le dentiste qui peut. Mais est-ce qu'à ce Reconnaître, moment-là, oui. vous pouvez, on va dire, apporter votre touche de spécialiste Oui, et sauver cet émail? Ah oui. C'est possible, Ah très oui, tôt. bien sûr, mais oui, tôt. Mais tôt, c'est Ça ça. veut dire vers 6 ans, 7 ans, moi je recommande que tout le monde ramène ses enfants à 6 ans, 7 ans pour un contrôle, pour voir la qualité déjà de l'émail. C'est pour ça, c'est ce qu'on appelle Caries Management by Risk Assessment. Ça veut dire la gestion, le contrôle de l'enfant. En mesurant selon- le risque. Exactement. Tout à fait. Exactement. Alors, docteur, l'émail dentaire, vous êtes en train d'en parler, c'est véritablement la partie extérieure de la dent. Donc, on va dire c'est ce qui va déterminer la beauté du sourire. Exactement. C'est ce qui donne la couleur à la dent. La brillance, la brillance. translucidité, le petit malparfait. Qu'est-ce qui fait que parfois l'émail, Ouais. la dent devient mate? Des fois, naturellement, elle est brillante, et puis parfois, elle peut devenir plus mate. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'émail? Alors, peut-être il y a des chocs. Parfois, il y a des chocs. de la Mais dent. c'est quelque chose que vous constatez en tant que médecin? De temps en temps, oui. Mais ce qu'on constate souvent, c'est le changement de couleur au fil du temps. Ça, c'est le vieillissement. Ça, c'est fréquent. On ne peut pas lutter contre ça? Si, on était en entretien régulier. C'est ça. Ce qu'on constate souvent, et on va commencer à le constater au Maroc avec le vieillissement de la population, c'est que ce qu'on appelle l'usure d'émail. L'usure, l'érosion? Exactement. L'érosion de l'émail. Parce que on déglutit, on fait la déglutition chaque nuit des centaines de fois, et là l'émail, elle s'efface. C'est ça. Elle s'efface au bout des années. Et il y a une loi, le sourire qu'on a à 40 ans, il ne va pas être le sourire qu'on a à 50 ans. Est-ce qu'on peut lutter contre cette érosion de l'émail ou c'est un vieillissement normal? Là, on peut. On peut. On Mais peut. ça reste un vieillissement normal, docteur, non? Ça reste un vieillissement normal, mais on peut, L'atténuer, exactement, c'est ça. limiter la vitesse. Ok. C'est pour ça, dans plusieurs pays, on recommande à tout le monde une gouttière pour dormir. D'accord. Ah oui, Pour sauvegarder ce qu'on a, l'émail. ce qu'on a. D'accord. C'est comme un masque qu'on fait avant de dormir, ou comme une crème de nuit. Il y en a beaucoup de pays qui recommandent La gouttière de nuit. la gouttière de nuit. La gouttière de Par défaut, pour Par- tout le monde. Pour tout le monde. D'accord. Parce que deux choses, il bouge, et deuxièmement, elle s'écrase. Elle Se frotte. Ah oui, elle se frotte. Ah oui. Autre Surtout chose, pour les personnes qui souffrent de bruxisme. ça c'est évident. Ça, c'est évident. Moi je dis bruxisme, ça c'est évident. Et je dis même pour les gens dits normaux. Alors, j'avais une question aussi en préparant l'émission. Est-ce que c'est la carie qui fragilise l'émail ou bien c'est un émail fragile qui va favoriser une carie? Et ça fonctionne dans les deux sens. Ça fonctionne dans les deux sens. Oui, alors, pour entretenir cet émail, il faut une bonne hygiène. Et j'insiste sur que dans plusieurs pays, ça commence à ce que les gens prennent une habitude d'aller chez le dentiste pour un nettoyage dentaire. Ça commence dans plusieurs pays. Et au Maroc, on voit
que ça commence. Alors, vous avez beaucoup de personnes qui disent, corrigez-nous, docteur, corrigez les personnes qui parlent de ça. Vous avez beaucoup de personnes qui vont dire que le détartrage fragilise l'émail. Ah oui, ça c'est le un paradigme. Parce qu'il y a un frottement excessif, brutal au niveau de l'émail, et donc des personnes vont faire, qui n'avaient pas l'habitude de faire beaucoup de coloration, vont commencer à en faire plus, vont sentir que l'émail est plus terne. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, ce qu'on dit que le détartrage, ça fragilise les dents, ça c'est un mythe qu'il faut quoi, Yasmine? Il faut lutter contre. Voilà, parce que avant, il y avait une quantité de tartre qu'on enlève. Cette quantité de tartre, elle protégeait l'émail contre l'eau froide. Maintenant, c'est une mauvaise protection parce que c'est du calcaire. Exactement. C'est la plus mauvaise protection qui puisse parce que ce qui se exister. passait, et corrigez-moi, c'est que le calcaire s'entassait. S'entasse, il recouvre. Lorsqu'on lève l'émail, lorsqu'on enlève le calcaire, on boit un verre d'eau et il y a une sensibilité. Et une sensibilité, c'est normal. Et là, les gens, bien sûr, ils ne sont pas des spécialistes, ils mettent en relation la sensibilité qui a été obtenue après le détartrage. Et voilà, conclusion, ils disent le détartrage, ça fragilise les dents. Non. Par contre, il faut un suivi. Maintenant, c'est un suivi. Donc, juste pour les personnes qui n'ont pas véritablement de connaissances dans votre domaine, docteur, ce calcaire qui s'amasse, ce n'est pas bien, c'est mauvais. Quand on l'enlève avec le détartrage et lorsqu'on l'enlève, la dent redevient, on va dire, à l'état naturel, initial. Et donc, elle n'est plus protégée, même si avant, elle était protégée par quelque chose de néfaste. Et il a changé de sensibilité. C'est ça. Au bout de 2 semaines, il sera plus sensible comme avant. Mais elle sera plus propre. Il sera plus propre. La gencive sera plus saine. Ah oui, surtout ça. Hein. Surtout ça. Là, c'est un problème. Il faut changer un petit peu les habitudes, la notion. D'ailleurs, c'est pour ça que vous nous disiez dans une autre émission, on a changé de nom par rapport à. On ne parle pas de détartrage. On parle de nettoyage. De nettoyage. En anglais, on appelle teeth cleaning. Ça veut dire quoi? Ah oui, dans plusieurs pays, il y a des rendez-vous de nettoyage, ce qu'on appelle d'hygiène. C'est ça. Ah oui. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je me dois de vous poser cette question. On voit communément des recettes de grand-mère circuler sur le web, dans certaines émissions, etc. Alors, est-ce que ces produits utilisés pour blanchir les dents à la maison, vous avez, docteur, le citron, vous avez le charbon, vous avez l'huile de coco, on dit que ce sont le bicarbonate de soude, on dit que ce sont des produits qui aident la dent à blanchir. Alors, comme on l'a compris, tout passe par l'émail. Exactement. Est-ce que ces produits-là ne vont pas fragiliser l'émail dentaire? Parfois, ils fragilisent. Parfois, ils fragilisent. Lesquels, par exemple? Ouais, je pourrais dire ça dans une autre émission, mais... Juste pour corriger rapidement. Moi, je pense que le citron, c'est corrosif. Voilà. Le citron, d'abord, est... Charbon? Oui. Charbon, à la rigueur, c'est bon. D'accord. À la rigueur, c'est bon. Mais il y a des produits sur le marché de blanchiment qui sont safe. Et moi, je recommande de les faire, de demander au dentiste de vous orienter. Hein. C'est ça, c'est tout simplement. Hein. Merci beaucoup, docteur. Merci, Yasmine. Karim Sfiani. À très bientôt. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe en régie et à très vite. Au revoir.